À 15h14, par un après-midi de septembre dégagé, deux chasseurs vétérans traversèrent la couche de nuages basses et se lancèrent vers la force navale en effectuant une manœuvre de manuel. Le leader se mit en position inversée et tira sur le manche dans une boucle dure et viscérale. Les pilotes appellent cela un « hook ». L'aiguille analogique de l'indicateur de vitesse vibra au-delà de la zone rouge, tandis qu'il plongeait vers la poupe du destroyer. Son ailier s'ouvrit en large virage, frôlant la surface à quelques pieds pour forcer les défenses du bâtiment à choisir. Deux axes convergents, une cible, un bracketing classique. Mais le théâtre avait changé. Le système d'armes du bâtiment était réveillé. Le dôme blanc du Sea Whiz verrouilla le leader, tandis que la seconde tourelle se tournait vers l'ailier. Chaque canon se mit en marche, les tubes prenant vie dans un murmure avant d'exploser. Au centre d'information de combat, les techniciens virent les solutions de contrôle de tir mûrir en temps réel. Retour radar, vecteur de vitesse, fenêtre d'impact. Les capteurs du bâtiment ne se contentaient pas de lire des échos. Ils décryptaient des mouvements, prédisaient des virages et alimentaient, avec ces données, des armes capables de réagir en fractions de secondes. Le chasseur leader remonta au ras de la mer, post-combustion hurlante, le pouce cherchant le sélecteur d'armement. Son chercheur infrarouge s'activa et commença son motif de balayage, scrutant la signature de la traînée d'échappement dans la bande moyen IR. Silence, pas de verrouillage. Le chercheur cherchait une signature que le destroyer ne présente pas, le flux chaud d'un réacteur. Une coque d'acier et des cheminées refroidies par eau de mer enregistrent dans des bandes et profils totalement différents. Un chercheur RR n'est pas optimisé pour voir cela. Et même en cas de verrouillage, l'enveloppe effective du chercheur vieillissant était minime. Les variantes modernes intègrent le verrouillage hors axe et la manœuvrabilité par vecteur de poussée. Ces avions d'il y a des décennies devaient encore pointer le nez et prier. La verrière de l'ailier se couvrit de sel, tandis qu'il maintenait un vol rasant. Son altimètre radar émettait des avertissements intermittents, une panne ancienne qui pesait sur la flotte depuis des années et pour laquelle pièces et mises à jour n'étaient pas disponibles. Un cadran de son récepteur d'alerte était mort à cause de la corrosion. Un autre était intermittent. Il volait, en fait, à moitié aveugle au-dessus d'eaux hostiles. Mettre à jour des solutions de tir et tenter de compenser par de la pure manœuvre, ce n'est pas une recette de succès face à un réseau de navires modernes. Le problème plus vaste était l'intégration des armes. Ces chasseurs emportaient des Sidewinder Air-Air et peu d'artillerie non guidée, mais manquaient d'options modernes d'attaque anti-navire à distance, de visée par data link ou de modes de recherche adaptés aux signatures maritimes. Les chasseurs contemporains, en revanche, disposaient de missiles anti-navires furtifs, avec capteurs en réseau et filtres de vision, par machine, capables de distinguer les coques d'essillage et les fausses lectures. La leçon asymétrique était claire. Des plateformes sans intégration complète. Capteurs armes peuvent être dangereuses par le nombre et l'audace, mais elles sont mal assorties face à une chaîne de mise à mort entièrement en réseau qui fusionne radar, électro-optique et contrôle de tir à vitesse létale. Tandis que les deux attaquants se séparaient, laissant des traînées sur l'eau, les systèmes du destroyer se recalibrèrent pour le vecteur suivant. Sur le pont, les officiers de garde consignaient l'affrontement. Un fuselage ancien, une exécution téméraire et une défaillance technologique prévisible. Le moment cristallisa une vérité simple pour marins et aviateurs. La technologie a réécrit le calcul du risque en mer, et le courage sans intégration est un risque qui rapporte rarement. Les deux attaquants se regroupèrent en altitude, leurs moteurs hurlant comme s'ils tentaient d'étouffer le bruit de leur propre obsolescence. C'étaient des machines conçues à l'ombre de la guerre froide, ranimées avec des pièces de rechange et de l'optimisme. Les mécaniciens vénézuéliens avaient fait ce qu'ils pouvaient, rustines de résine, vieux circuits ressoudés à la main. Mais aucune dose de foi ne pouvait mettre à jour le silicium des années 80. Le profil de mission était simple sur le papier, s'approcher, détecter, frapper, survivre. En pratique, seul le premier pas restait réalisable.
Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. En dessous d'eux, le destroyer américain n'était pas un navire au sens traditionnel. C'était un centre de données mobile armé de canons. Chaque retour radar, chaque éclat thermique, chaque impulsion radio était alimenté vers un processeur plus rapide qu'un battement de paupières. Il ne voyait pas le monde comme des avions et des vagues. Il le percevait comme des vecteurs et des probabilités. Les F-16 vénézuéliens n'étaient que 2 anomalies de plus à cataloguer et à supprimer. Le pilote leader activa son radar, l'APG-66. L'écran à cathode prit vie d'un éclat verdâtre. L'antenne balayait, s'arrêtait, rebalayait. 3 secondes par cycle, 3 secondes qui paraissaient une éternité quand on se lance vers un bâtiment capable de suivre un obus en vol. Le radar se remplit de statique, l'océan renvoyant du bruit comme une tempête de verre. Il ajusta la gain, changea de mode, essaya de tirer une signal cohérente du chaos. Rien. L'écho de la mer était absolu. Il poursuivait un fantôme dans le plancher du bruit. Les radars modernes auraient distingué la surface, appliqué un décalage Doppler aux vagues et peint le navire proprement. Le sien ne pouvait pas différencier l'horizon de son propre reflet. Lorsqu'il passa en mode suivi, son écran tactique s'éteignit. Son radar ne pouvait faire qu'une seule chose à la fois, voir ou tirer. Il choisit la seconde. L'ironie était qu'il était déjà aveugle lorsqu'il fit ce choix. Son ailier, volant bas et vite, luttait contre un autre ennemi, son propre avion. L'altimètre radar affichait des chiffres erronés. La corrosion avait transformé le récepteur d'alerte en un ornement. Les indicateurs analogiques tremblaient, comme s'ils étaient eux aussi nerveux. Sans datalink, les 2 chasseurs ne partageaient pas d'image tactique, ni de conscience situationnelle, seulement des signaux de la main et des intuitions. C'était du combat du 21e siècle avec des outils du 20e. Les contre-mesures électroniques du destroyer s'éveillèrent comme un murmure. Pour les pilotes, c'était invisible, intangible, juste de la confusion sur l'écran. Le logiciel du bâtiment se mit à tisser des illusions. Contacts fantômes, navires qui apparaissent et disparaissent, échos falsifiés. Les radars des F-16, fixés sur une fréquence immuable depuis le premier mandat de Reagan, étaient des enfants dans une salle de miroir. Sur l'écran du leader apparaissaient 3 bâtiments. Sur celui de l'ailier, aucun. Chacun croyait que l'autre avait tort. Pourtant, le leader s'engagea dans une autre passe. Il bascula en inversé et tira. La cellule gémit, les rivets vibrèrent. En un point du dos, quelque chose céda, un bruit comme un os qui se rompt, étouffé par le rugissement du réacteur. Probablement pas critique, se dit-il. Probablement. Le fluide hydraulique suintait d'un endroit qu'il ne devrait pas, laissant une fine traînée luisante dans le puits du train d'atterrissage. Le manomètre oscillait comme un pouls sous tension. Le pilote percevait le retard dans les commandes, lent, mou, erroné. L'ordinateur de commande de vol, si l'on pouvait l'appeler ainsi, n'était guère plus qu'une calculatrice glorifiée en uniforme militaire. Ses circuits logiques tournaient plus lentement que l'écran d'un téléphone. Chaque correction qu'il apportait arrivait trop tard. Les chasseurs modernes pensent en microsecondes. Ceux-ci pensaient en pause café. Les capteurs du destroyer peignaient les F-16 avec un détail exquis. Le bâtiment ne se contentait pas de suivre, il étudiait. Chaque impulsion radar enregistrait la flexion du fuselage, les vibrations du moteur, le bruit électronique, une empreinte digitale de la défaite. Dans le centre d'information de combat, les marins regardaient de l'écran d'un œil et pariaient de l'autre sur quel système obtiendrait l'abattage. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la statistique. Les Vénézuéliens, pendant ce temps, improvisaient dans un désespoir analogique. Leur radio utilisait un chiffrement qu'un radioamateur curieux pourrait décrypter. Leurs récepteurs d'alerte étaient muets sur la moitié de leurs arcs. Leur système de navigation, dérivant comme une boussole ivre, leur jurait qu'ils étaient 20 miles à l'ouest de la réalité. Chaque cadran mentait, chaque circuit avouait. Ils firent une autre passe, 2 traînées de feu traversant les vagues. Le spectacle était magnifique, dans le même sens que le sont les feux d'artifice, beaux, inutiles et brefs.
Les armes défensives du destroyer ne prirent même pas la peine de tirer. À quoi bon gaspiller des munitions sur des fantômes? En virant vers le sud, les indicateurs de carburant se moquaient d'eux. Au sol, les officiers du renseignement cataloguaient déjà fréquences, émissions et erreurs. Les Américains n'avaient pas besoin de répondre, ils apprenaient. La prochaine rencontre ne serait pas un essai, ce serait une démonstration. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. À l'aube, les mêmes pilotes montèrent dans les mêmes avions mourants. Leurs visages étaient gris de fatigue et de fumée de cigarettes. Les ordres venus d'en haut étaient simples: provoquer, filmer, survivre si possible. Le système inertiel croyait encore qu'il volait au-dessus des Caraïbes. L'horizon artificiel se figea 3 secondes avant de recommencer à trembler. Chaque voyant d'alarme sur le panneau était une accusation. Il pilotait des reliques. À 10 000 pieds, l'avion de tête toussa. Une détonation, un nuage de fumée, une secousse, perte du compresseur. Le pilote abaissa le nez, suppliant le moteur de revenir à la vie comme un vieux chien refusant de mourir. Il savait que cela ne durerait pas. Les pales du compresseur étaient scissurées, les roulements usés. Chaque seconde dans les airs était une négociation avec la physique. Le destroyer n'avait pas besoin de deviner. Le radar du E-2D les avait vus dès l'instant où ils avaient de quitter la piste. La bataille n'avait pas commencé, elle était déjà décidée. Le radar obtint le verrouillage à 210 milles. Avant même que les pilotes vénézuéliens atteignent l'altitude de croisière, le destroyer avait déjà cartographié chaque circuit et vibration de leur chasseur. Depuis l'orbite, un satellite de reconnaissance passa au-dessus d'eux, transmettant l'image en direct à des analystes qui buvaient du café en notant les schémas de panne. Les Américains ne combattaient pas, ils pratiquaient une autopsie en temps réel. Le F-16 de tête stabilisa son vol à 15 000 pieds, avec des instruments tremblants comme des nerfs usés. Son altimètre répondait avec 2 secondes de retard. Son système inertiel dérivait de 3000 par heure vers le nord et son horizon artificiel vibrait comme s'il avait le mal de mer. Chaque sous-système racontait une histoire différente et aucune n'était vraie. Il bougea doucement le manche, sentant le délai entre action et réaction. Un demi-seconde de retard, une éternité en combat. En bas, le système électronique du destroyer était vivant. Les antennes SPI-6 pulsaient avec une malice contrôlée, générant de faux échos, pliant les signaux, transformant l'air en labyrinthe électromagnétique. Le radar vénézuélien, pièce de musée d'un autre siècle, montrait des navires qui se multipliaient comme des fantômes, 3, puis 5, puis aucun. Ils luttaient contre des illusions projetées par des ordinateurs des milliers de fois plus rapides que le sien. À 8000 pieds, la cabine du second se remplit d'une odeur âcre d'ozone. Arc électrique. Le régulateur de tension défaillait, assemblé avec des pièces recyclées tenues par de l'époxy et de la foi. L'ordinateur de vol redémarra en plein virage, figeant les surfaces de contrôle pendant 1,2 secondes. Suffisamment long pour mourir, assez court pour survivre. Il reprit le contrôle en haletant, les mains couvertes de sueur. Leurs radios grésillèrent de statique. La clé de chiffrement se désyncronisa 20 secondes après le décollage, transformant le réseau en transmission ouverte. Les linguistes américains traduisaient déjà. Chaque communication, chaque juron, chaque souffle de panique était archivé. Le système de défense rapproché du destroyer tourna à pleine vitesse, non pour tirer, mais pour humilier. Le radar suivait la trajectoire du point jusqu'au dernier rivet. L'ordinateur de tir calculait la probabilité d'impact à 4 décimales. Il ne tira pas parce que ce n'était pas nécessaire. Le F-16 mourait tout seul. Les systèmes hydrauliques tombèrent en panne. L'actionneur gauche se bloqua. L'avion roula de manière incontrôlable vers la droite, se redressa, puis piqua quand la pression se vida. Le pilote lutta contre le manche, la machine gémissant comme un pont qui s'effondre. L'horizon se remplit à parts égales de mer et de ciel. Il tira en arrière, 6G, évanouissement, vision réduite à un tunnel.
Il se réveilla à 1200 pieds, le cœur battant dans les oreilles, les alarmes hurlant. La voix du pilote de tête rompit la statique, incompréhensible, désespérée, finale. Le second F-16 vit une colonne de fumée sombre marquer l'océan, là où son compagnon avait été. Aucun missile ne fut tiré. Aucun coup ne fut tiré. Le radar du destroyer observa simplement ses données intactes. Les Américains ne remportèrent pas une bataille ce jour-là. Ils virent simplement l'entropie achever son œuvre. Le moteur du F-16 toussait comme un vieux fumeur, chaque pale du compresseur vibrant à une fréquence différente. 6800 heures de fatigue, de corrosion et de registres de maintenance oubliés présentaient enfin la facture. Le pilote caressa la manette des gaz comme pour calmer un animal mourant. L'avion répondit par une embardée tremblante, l'aile droite chutant quand la poussée asymétrique prit le dessus. En dessous, les capteurs du destroyer peignaient la scène avec une clarté thermique parfaite. L'officier d'action tactique se pencha sur la console, observant le panache d'échappement brillant, 200 degrés au-dessus de la limite. L'avion ne volait plus, il fondait à travers le ciel. Le Sea-Whiz pivota, les canons bourdonnant au repos, suivant la cible par simple habitude. À 2 km, l'ordinateur calcula l'intersection. 1,3 secondes, 97 projectiles et un nuage de tungstène, là où un avion se trouvait auparavant. L'opérateur ne tira pas. Il n'y avait aucune raison. Les deux F-16 virèrent vers le nord, fantômes mutilés rentrant chez eux. Ils avaient consommé 14 000 livres de carburant et n'avaient rien accompli, sinon réaffirmer l'entropie. Le destroyer maintint son cap vers la côte colombienne, son équipage déjà concentré sur le prochain exercice, la prochaine veille, le prochain repas. En repassant dans l'espace aérien vénézuélien, le moteur du pilote de tête se rendit enfin. Sans puissance, pur vol plané. Il aligna la piste de Barcelone, toucha terre en silence, les pneus criant un requiem. Son ailier atterrit 2 minutes plus tard avec 300 livres de carburant. 90 secondes avant la panne sèche. À Washington, le rapport post-mission tenait sur une seule page. 2 aéronefs hostiles observés, aucun engagement nécessaire. Le lendemain matin, 10 F-35 furent datés déployés à Porto Rico. Ce n'était pas une réponse, le mouvement était prévu depuis des mois. Pourtant, le symbolisme était impossible à ignorer. Face à des reliques de la guerre froide, les Lightning II n'étaient pas des armes, c'étaient des signes de ponctuation.